Donc aujourd'hui, nous avons la présence de Grégory Rateau qui va nous présenter un livre, enfin son livre. Voilà. Donc voilà, je lui laisse la parole. Vous entendez au fond ou vous voulez qu'on baisse peut-être la musique? Je peux l'éteindre. Ouais, si tu veux, peut-être c'est... Parlez un peu plus fort. Ah, moi ça va. Voilà. Alors bonsoir, merci d'être venu. Alors bon, je ne sais pas si tout le monde parle très bien le français, donc ce que je vais faire c'est parler lentement, essayer, ce qui est difficile, parce que je parle vite. Comment on peut commencer? Est-ce que quelqu'un me pose une question ou je me présente? Voilà. Si vous voulez, vous pouvez me poser une question déjà d'emblée. Oui, bon voilà. Alors bon, moi ça fait 6 ans que j'ai découvert la Roumanie. Au début, je venais faire des treks, parce que j'étais parti au Népal, j'aimais beaucoup marcher. Et en fait, ma fiancée était roumaine et libanaise. Donc elle n'avait pas forcément envie de revenir en Roumanie pour les vacances, elle venait à Noël. Mais elle connaissait mal la Roumanie en profondeur. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que je lui ai proposé de faire des treks, d'organiser des beaux treks en Roumanie. Et elle a redécouvert son pays. Et elle était assez émue, justement, de redécouvrir autre chose de son pays que Bucarest et la maison de campagne où elle allait habituellement. Elle n'avait pas forcément envie d'explorer un pays qu'elle connaissait, enfin qu'elle pensait connaître en fait. Et donc on a commencé comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, nous au début on avait un projet de faire des films documentaires. On avait fait un film au Liban qui avait beaucoup voyagé. On s'est dit on vient faire des films documentaires en Roumanie. Moi ma passion première, ça a toujours été la littérature, mais le cinéma c'était mon métier, c'est-à-dire que j'animais des ciné-clubs à Paris, dans le 5e et le 6e arrondissement, où on faisait venir tous les grands réalisateurs, les acteurs, actrices, voilà. Et donc j'ai découvert le cinéma roumain aussi à des rétrospectives. Donc la Roumanie, c'était sous plusieurs angles. J'avais les treks en Roumanie, les films de la nouvelle vague roumaine, on peut appeler ça la nouvelle vague roumaine, et également la découverte d'un auteur que j'ai mis au panthéon des écrivains, c'était Panaïtis Rati. Bon, bien sûr, je connaissais les plus grands auteurs comme Suran, comme voilà. Mais Israti était une découverte, personne ne le connaissait à Paris, et moi j'ai tout lu d'Israti, tout ce que je pouvais. Et je suis tombé amoureux de la Roumanie à travers ses écrits. Parce que c'était quelqu'un qui était justement pour le multiculturalisme, qui avait des amis qui étaient italiens, comme grec, Nikos Kazantzakis, qui avait donc des amitiés un peu partout, qui avait voyagé, qui était un aventurier, à une époque où personne ne voyageait en fait en dehors de ses frontières. C'était une véritable aventure en fait. Et donc j'ai découvert la Roumanie comme ça, et j'ai voulu venir pour voilà, m'y perdre en fait, voilà. Et je me suis tellement perdu que finalement les documentaires ne se sont pas faits parce que l'homme d'affaires qui devait les financer a eu des problèmes avec la justice, donc ça commençait comme un mauvais roman noir. Et donc j'ai décidé, en fait, l'impulsion d'écrire est partie de là, comme ma passion c'était la littérature, c'était donc d'essayer de retrouver les premières perceptions de l'enfance, ça a été le lien à l'écriture. C'est-à-dire qu'en Roumanie, j'ai retrouvé ce que j'ai perdu dans le paradis perdu de mon enfance. C'était donc un endroit, une terre de liberté, où finalement c'était un milieu agricole qu'on n'a plus depuis un siècle en France, avec des gens plutôt solidaires qui se serrent les coudes, qui vivent en fait, même certains, voilà, il y avait encore des villages où il n'y avait même pas d'électricité pour certains. C'est-à-dire qu'il y avait tout le confort, 3 maisons en devant, 3 maisons derrière, il n'y avait plus d'électricité. Et j'ai rencontré des personnages incroyables, et je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'en fasse quelque chose qui reste, et d'essayer en fait de ne pas faire quelque chose de romantique sur la Roumanie, mais de parler aussi des déconvenus. C'est-à-dire qu'on va dans un pays, on veut y trouver quelque chose, et finalement on se perd dans ce pays. Et ça m'a fait penser en fait à un grand écrivain voyageur que vous connaissez peut-être, Nicolas Bouvier. Ce qui me plaisait chez lui, c'est qu'en fait Nicolas Bouvier expliquait qu'en fait le voyage c'était une découverte, c'était un voyage déjà pour se découvrir soi-même, et qu'à travers soi-même on découvrait aussi les autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on avait épuisé justement cette quête introspective, on commençait à aller vers les autres. Sinon on n'évolue pas en fait. Et sinon c'est trop nombriliste. Et donc j'ai construit en fait ce texte comme des chapitres très courts, et j'ai pensé en fait à des gens qui comme moi venaient des grandes villes, je suis né en banlieue parisienne, j'ai vécu toute ma vie à Paris, et qui en fait pourraient trouver en Roumanie cette liberté, et qui pensent avoir perdu dans le reste de l'Europe, et qui pensent aller chercher à l'autre bout du monde, chose qui n'existe même plus à l'autre bout du monde, parce que j'ai envie de dire maintenant le tourisme de masse a envahi la planète entière. Et c'est vrai que 10 ans avant, on peut ne plus reconnaître un pays, en fait, à cause de ce tourisme de masse. La Roumanie n'est pas touchée par ce tourisme de masse. Alors je ne sais pas si c'est tant mieux ou tant pis, parce que pour certains, c'est un enjeu économique intéressant. Mais
partout où j'étais allé, les gens me disaient, parce qu'ils voyaient que j'étais curieux, ils me disaient, pour le touriste, on te dit, c'est très bien, mais la réalité, en Sicile, par exemple, je donne un exemple, en Sicile, ils me disent, on ne reconnaît plus notre pays. C'est-à-dire que je ne parle pas de Barcelone et ces villes envahies complètement, mais là, même dans des petits villages de Sicile, en fait, c'est pas forcément la mafia, mais ce que je veux dire, c'est que ce tourisme de masse pousse les gens à revendre, à partir, en fait. Et c'est un peu comme Venise. C'est-à-dire que Venise, il n'y a plus de gens de Venise là-bas. Et en Roumanie, dans certains villages, je retrouvais des gens qui étaient là depuis de nombreuses générations. Et c'était vraiment des gens, il y avait une authenticité, des traditions qui étaient préservées. Et ça, je me suis dit, on est quand même en Europe, on n'est pas loin, enfin je veux dire, on n'est pas à l'autre bout du monde, et il y a quand même ça. Et ça, j'ai trouvé que c'était une richesse incroyable. Et je me suis dit, si des gens dans le métro ou ailleurs peuvent lire ça, peuvent décider de venir en Roumanie, mais voyager intelligemment, pas pour y plaquer leur culture, pas pour y trouver des terrasses partout, dans les villages, peut-être qu'ils vont pouvoir redécouvrir ce qu'ils ont perdu, en fait, et découvrir le voyage autrement. Et moi, tous les amoureux de la Roumanie que j'ai rencontrés ici, c'est des gens qui veulent préserver ce paradis un peu perdu. Et ils n'ont pas envie que ce soit envahi, en fait. C'est un pays, en fait, où on tolère encore les étrangers, mais s'ils respectent, en fait, les traditions du pays. Et ça m'a vraiment plu. Alors après, je sais que j'ai découvert une autre réalité. Vivre en Roumanie, c'est dur. Moi, j'étais pas un expatrié qui avait un salaire qui tombait de France. Donc, ce qui m'a rapproché aussi de la population, en fait. Parce que c'est vrai que je comprenais que c'était difficile de rester en Roumanie. Et que si je voulais y rester, ça serait une autre aventure. Et donc voilà, j'ai travaillé dans des bureaux, en voyageant en Roumanie à mes propres frais, et pour écrire sur la Roumanie. Et le livre donc est sorti en France, dans une maison d'édition parisienne. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'écho au niveau des Français francophones de l'étranger, et des Roumains qui parlaient le français à Bucarest. Et donc ça a permis au livre de voyager, de circuler. Et donc on m'a proposé de reprendre un média qui était presque mort, en fait, le Petit Journal de Bucarest, qui est le seul média français, en fait, qui parle de la Roumanie, et de travailler à la radio roumaine internationale, pour y faire des portraits, un peu comme dans mon livre, des portraits de gens que je rencontre en Roumanie, de situations, voilà. Et le Petit Journal, en fait, a été 55e des 68 éditions à travers le monde. Le Petit Journal, c'est partout. En fait, donc ça ne marchait pas du tout. On a amené le Petit Journal en première position. Donc c'est pas juste pour flatter le travail qu'on a fourni, mais ce qui est important, c'est de dire que les autres pays ont été obligés de lire des articles sur la Roumanie, de découvrir le pays. Et ils ont découvert que la Roumanie, c'était pas juste les problèmes liés à la situation politique, c'était pas juste lié aux manifestations, et donc les médias débarquent parce que la manifestation, elle fait du bruit, donc là les médias s'intéressent à la Roumanie. C'était aussi l'histoire de la Roumanie, les liens entre la France et la Roumanie, à travers le centenaire, on a un partenariat avec la mairie, des grandes personnalités qui ont marqué nos deux cultures, le général Bertolo, Émile Cioran, tous les grands écrivains, philosophes, musiciens, Eugène Ionesco. Et en fait, on a vraiment proposé un panorama très large pour montrer qu'il y avait une amitié franco-roumaine qui était fragile, qui est en train de disparaître, si on n'y veille pas, justement, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on n'est pas là pour imposer notre propre culture en Roumanie. Il ne faut pas être condescendant. Et malheureusement, les officiels et politiques sont un peu condescendants. Ils ont tendance à dire, voilà comment ça se passe chez nous. Et voilà comment ça devrait être ici. Et en fait, ce que nous ont montré les grands liens d'amitié entre la France et la Roumanie, c'est que ça passait aussi par la culture. Ça passe par des choses qu'on peut dire inutiles. La littérature, c'est inutile. C'est-à-dire que ça rapporte, dans le sens où l'art est inutile. Mais ça apporte quelque chose de spirituel, qui permet de développer l'individu, qui permet d'ouvrir sur des cultures incroyables, sur des générations qu'on n'a pas connues. On peut découvrir comment vivait une femme du XVIIIe siècle. C'est extraordinaire, cette richesse-là. Et c'est pas toujours rentable. C'est un peu ce qu'on appelle l'exception culturelle chez nous. Et donc voilà, donc tout ça, c'était important à travers le média de parler d'initiatives qui sont faites en Roumanie, d'essayer de parler d'un peu tout ce qui est possible et imaginable sur la Roumanie. Et ça a touché les gens à l'étranger, des Français qui viennent, qui découvrent le pays, des Roumains qui se disent « moi, mon pays, je l'ai quitté, mais parce que c'est parce qu'en fait, je ne pouvais plus survivre ici, décemment. Donc j'ai quitté mon pays, mais je pensais découvrir l'Éden en France, en Allemagne, et finalement, c'est pas l'Éden. Mon pays me manque. Les traditions, il y a des choses qui me manquent en Roumanie. » Et en fait, à travers le Petit Journal, ils découvraient en fait la gastronomie roumaine, ils se rappelaient un peu leur Madeleine de Proust, les repas qu'on leur faisait quand ils étaient enfants. À travers des portraits, ils découvraient une Roumanie qu'ils avaient laissée depuis 5 ans. Et ça les a touchés. Et moi, quand j'ai vu que les Roumains
été touché par ça, c'est devenu mon public en fait prioritaire. Les Roumains qui parlent le français et qui veulent réapprendre à voir leur culture différemment ou finalement se souvenir de choses qui sont belles et qu'il faut aussi mettre en avant, c'est devenu ma priorité. Et ce qui fait que le journal a eu une grosse résonance à travers, voilà, c'est partagé beaucoup à l'étranger. Et la communauté française, finalement, représente, c'est une minorité de lecteurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français en Roumanie, il n'y en a pas tant qu'on le croit. Et en fait, ces gens-là se reconnaissent, ils apprennent des choses aussi dans le média, on les valorise aussi par rapport aux initiatives qu'ils font, mais ils ne sont pas le public prioritaire. C'est-à-dire qu'on a élargi. On a élargi justement pour réconcilier un peu nos deux cultures. Qu'il y ait vraiment, qu'on ne sente pas que c'est juste, comment dire, une plateforme promotionnelle pour les Français qui réussissent en Roumanie. Il y a aussi des Roumains qui font des choses en Roumanie, des Roumains qui font des choses en France, en Allemagne ou ailleurs. Et voilà, il fallait essayer d'en parler, qu'il y ait vraiment que ce soit équitable en fait. Voilà. Et je pense que c'est ça qui a vraiment fédéré autour du média. Donc j'en parle parce que c'est un peu dans la succession en fait de ce livre. Voilà. Parce qu'après, bon, peut-être, moi j'ai écrit un autre roman qui parle plus de la Roumanie, donc c'est vrai que j'ai pas vocation à écrire sur la Roumanie. Mais à travers le journal, ça me permet de continuer à explorer ce beau pays et de rencontrer les gens importants qui font des choses ici et de mettre l'accent sur les gens qui ne sont pas valorisés, qui devraient l'être. Parce qu'il y en a plein, comme cette bibliothèque ou d'autres bibliothèques. Voilà, j'ai résumé. Excusez-moi. Pardon, vite. Oui, excusez-moi, j'ai parlé un peu vite. Ouais. Voilà. Donc si tu as des questions, je vais essayer d'y répondre plus Oui, longtemps. non, je pense que c'est mieux de faire une espèce de discussion libre, peut-être, en français, où tout le monde est invité chaleureusement à participer. Et on peut traduire longtemps. Et on peut traduire, voilà, on peut essayer, même si l'intérêt c'est de parler français. Ce qui est intéressant pour nous, je parle pour Mangalia ici, on est très isolés quand même, là, nous. Oui. On est très, très isolés. Même par rapport à Constanza, on est isolés. C'est-à-dire que nos petites bibliothèques n'intéressent que la population d'ici, les professeurs, les élèves, mais en minorité, alors qu'on pourrait aller très très loin. Mais nous sommes seuls, on n'est pas aidés. Oui. Alors comment il faut faire hein? On a beau se bagarrer, on a beau se battre, on a beau faire, rien n'y fait. Donc, par conséquent, moi j'estime que c'est un peu aussi de la possession, hein, au travers des mairies, etc. D'accord? On a des aides, mais on n'a rien. On est obligé de se débrouiller par nous-mêmes. Alors, vous avez les organismes avec Bucarest ou ailleurs dans les bibliothèques, où ils sont très aidés. Et nous, ce qu'on souhaiterait, justement, c'est qu'on nous aide. Quand tu es venu aujourd'hui, bravo, je te félicite. Mais un plus, tu marques dans le petit journal, par exemple. Ah bah ça, il n'y a pas de problème. Moi, On en fait, existe. ce que je propose, moi j'ai aidé la bibliothèque de Galatz. On a fait un portrait radio sur Dorina, qui est un portrait de femme très forte qui lutte contre le système et qui lutte aussi avec les officiels en place, qui lui mettent des bâtons dans les roues. Soyons clairs, c'est ça le problème souvent. C'est que les gens ont des belles initiatives et il y a d'autres gens qui n'en ont rien à faire de ces initiatives. Et c'est très triste. Et donc elle travaille avec des... Donc ce que j'ai fait, voilà, concrètement, en fait, j'ai écrit un article dans Petit Journal sur elle, et en fait, à Bucarest, des associations m'ont contacté, on a organisé des rendez-vous avec l'ambassade, bon, et normalement, il va y avoir un suivi. Maintenant, ici, la seule chose à faire, c'est vrai, c'est de C'est qu'on proposer à est l'ambassade... éloigné. Voilà. C'est ça? Hein? En bout de course, hein, on est complètement éloigné. Il faut organiser quelque chose. Il faut organiser Mais quelque chose. nous, on est seuls, on est très éloignés de tout. Je comprends, mais c'est... Et alors, on a beau répéter aux personnes qui veulent bien, aux officiels qui veulent bien s'en occuper, ça ne traverse pas le pont. Hein. Là, il faut peut-être... Bon, il faudrait se déplacer, honnêtement. La saison France-Roumanie va être un enjeu conséquent, c'est important. Parlez-nous dans France-Roumanie. Alors voilà, la saison France-Roumanie, ce qui va être intéressant, bon, malgré justement, indépendamment de tous les problèmes qu'il y a pu avoir, moi je pense que cette saison, il faut qu'il en ressorte quelque chose. C'est comme aller manifester, être en place, mais ne pas aller voter. C'est la même chose. C'est-à-dire que si on fait rien qui ressort des manifestations, ça ne sert à rien. Alors il y a des gens un peu durs comme Anna Blandiana que j'avais rencontrée, elle disait que la jeunesse, justement, n'allait pas plus loin que ça. Mais en même temps, c'est faux. Je pense que la jeunesse, c'est plus mesuré que ça. C'est-à-dire qu'elle a un point de vue forcément différent, parce qu'elle est d'une autre génération. Elle a connu une toute autre histoire de la Roumanie. Mais moi, je pense que cette jeunesse, il en ressort quelque chose, mais le système D, le problème, c'est ça. C'est qu'ils doivent toujours se débrouiller par eux-mêmes pour faire des choses. Et tout est centralisé à Bucarest, c'est-à-dire qu'ils descendent tous à Bucarest pour s'unir et faire des choses.
Et c'est vrai que ça fait que comme à Paris, tout est trop centralisé, et c'est compliqué d'avoir un dialogue en fait. Maintenant, c'est vrai qu'on va faire un article avec le petit journal, il faut essayer de venir à Bucarest, mais pas venir, juste venir. Il faut qu'on organise quelque chose à l'ambassade autour de la francophonie. Il faut qu'on organise quelque chose autour de la saison France-Roumanie. En fait, le problème, c'est qu'il y avait la saison France-Roumanie offrait les deux ambassades se sont réunies, et en fait, ils offraient des aides au label de la saison France-Roumanie. Le problème, c'est que la bibliothèque n'a pas participé, d'après ce que j'ai compris, c'est ça. C'est dommage parce qu'en fait, je pense que l'aide, elle aurait eu tout de suite, parce que c'est la bibliothèque française. Et l'enjeu, c'est la culture française et la culture roumaine. Donc c'est vrai que c'est dommage d'avoir loupé ça. Par contre, je pense qu'autour de la saison France-Roumanie, il y a des événements qui ne seront pas labellisés, mais qui peuvent être organisés quand même, avec des subventions. C'est possible pour une bibliothèque comme celle-là. Et il faudrait, moi, en tout cas, c'est ce que je vous conseille. Après, moi, l'article, on va le faire, moi, c'est très intéressant pour nous de le faire. Et c'est indispensable, même, j'ai envie de dire, je ne savais même pas que cette bibliothèque existait. Je connaissais la bibliothèque de Galați, donc à Bucarest, les gens la connaissent suite à l'article, on en a parlé, voilà. Je sais que l'ambassadrice, je lui ai demandé d'y aller 2 fois. À chaque fois, c'est des rendez-vous manqués. Maintenant, Galați, c'est pas la même chose, c'est moins isolé ici, et je pense qu'ici, il y a quand même une communauté française assez active à Constanța, et qui est assez sensible quand même, quand je lui ai parlé de la bibliothèque. Ben, je sais que l'UFE en tout cas, a essayé de communiquer dessus. Voilà. Donc je vais en parler, je vais en culture, et qui essaye vraiment d'aider, parce qu'à l'UFE, ils s'en foutent aussi de la culture, c'est ce qu'il me dit lui. Entre nous, c'est ça. Et en fait, il faut batailler pour amener les gens vers la culture. C'est pas parce que nous, on est un passionné de littérature, je l'ai compris depuis... Moi, j'enseignais le cinéma, je suis allé dans des banlieues, et j'arrivais et je me disais, le cinéma, tout le monde aime le cinéma, c'est pas la littérature. Eh ben non, ils aimaient pas le cinéma, ils aimaient des films d'action, mais ils aimaient pas le cinéma. Ça a été tout un travail pour les amener à aimer le cinéma. J'ai réussi à... Des jeunes qui étaient en difficulté, un peu racailles, ils arrivaient dans la classe, et au début, on parlait de films de kung-fu, de Luc Besson, et après, on partait, j'ai réussi à les amener vers Citizen Kane, d'Orson Welles. Et ils aimaient Citizen Kane. C'est quand même... Il y a un travail à faire. C'est-à-dire que c'est pas parce que nous, on a intégré tout ça, que les gens, c'est acquis, forcément. Moi, je viens de la banlieue du 93, et pour commencer à m'intéresser à la culture, j'ai dû me battre, parce que les mecs m'envoyaient me traiter de faillot. Il y avait des règlements de compte, quoi. Si on s'intéressait à ce que dit le professeur, c'était compliqué. Donc je sais très bien que c'est compliqué. Et c'est vrai que pour amener les gens à la culture, c'est très compliqué. Il faut vraiment, il faut une personnalité charismatique qui les réunit. Il faut détourner la chose, organiser des rencontres pour parler au début, pour parler le français en fait, plus que pour lire des livres en français. Mais qu'après, pour améliorer son français, ben, il faut lire, que ça va de pair aussi. Et il faut passer par des moyens détournés. C'est pas simple, hein, ça c'est vrai que c'est tout l'enjeu. Alors, mais, on peut peut-être démarrer par le livre, on peut oui. peut-être faire un oui, tour non, mais y a pas de par problème, le livre, et puis que tu nous racontes qu'est-ce qui en ressort du livre, qui aurait dû normalement arriver à la bibliothèque. Je voudrais préciser une petite chose. Le problème, c'est que finalement, dans beaucoup de villes de Roumanie, énormément de villes de Roumanie, les autorités locales, ils s'en foutent éperdument de la culture. Et c'est le cas de Constanța, par exemple. Ça, je dis, nos efforts à Constanța, de l'Alliance française et du consulat, d'essayer d'obtenir quelque chose de la part de la mairie, une coopération la moindre, impossible. C'est ça, oui. Parfois, je me demande si les maires de toutes ces villes-là, comme peut-être celui de Galați que vous avez évoqué tout à l'heure, ce n'est pas des gens de la taille de Göring, de Goebbels, qui disaient qu'on entend le mot culture et on avait envie de tirer avec le revolver. C'est un peu la même chose. À Constanța, ça existe ils ont construit un formidable centre culturel de la jeunesse très intéressant. Vous savez avec quel événement il a été inauguré? Non. Avec le Festival de la bière. Ah oui, donc c'est culturel, c'est ça. Donc c'est vraiment une chose très culturelle. Et donc, ça, si à ce genre d'autorité locale, on vient de coller aussi le fait que la francophonie est en recul net, surtout dans les villes moins culturelles, parce que vous avez cité Bucarest comme un pôle de Bucarest, mais vous avez Cluj aussi, bien vous sûr. avez Iași, vous avez Sibiu, vous avez Timișoara, des villes où ça bouillonne, où le français reste encore à l'honneur. C'est
pour ça qu'à Mangalia, comme à Constanța, comme je ne sais pas dans quelles autres villes de Roumanie, essayer d'obtenir quelque chose de la part du leader local, c'est à quoi la manière, c'est ça. C'est possible. Et donc, malgré tous les efforts qu'on a mis, je vous donne un simple exemple, l'Alliance française devra prochainement quitter le siège. Parce qu'on a été maintes fois à l'Amérique pour essayer de trouver un endroit impossible. Donc finalement, je pense qu'on va ouvrir un barnum quelque part dans un parc de la ville. C'est difficile. C'est ça. Voilà, pour nos projets qu'on a fait pour la saison croisée, on a 3 activités. Finalement, elles ont été rachetées par des autres aussi. C'était très bien fait. D'ailleurs, avec Jean-Michel, on travaille sur la remise en place du Festival international de la bande dessinée. On a eu 20 éditions. Et il y a 2 ans, on a dû s'arrêter parce que Bucarest nous avait piqué l'idée. La bande dessinée, et ils l'ont fait 2 ans, ils ont arrêté parce qu'ils n'avaient pas ni la volonté de faire quelque chose. C'était un événement parmi des autres. C'est-à-dire que chez nous, c'est le drapeau de l'activité. On a eu des dessinateurs de bande dessinée célèbres. Il y avait toute l'équipe parce que les Roumains étaient très attachés à l'époque du Pif, le chien. Ah, j'ai vu l'équipe. Tout le monde avait... C'était le seul livre français qu'on pouvait acheter en Roumanie, dans les années 60-70. Et donc toute la bande de Pif était venue les rescapés, je veux dire. À Constanța et d'autres grands dessinateurs de bande dessinée, ça a très bien marché. Et avec Jean-Michel, on essaie de le refaire. D'ailleurs, avec Marine, peut-être qu'on pourra se discuter un petit Il faut, peu. parce que c'est Jean-Michel qui a organisé pour Bucarest. Voilà, non, mais il n'y a pas que ça. Nous aurons au mois de novembre on essaye de faire un très grand événement justement dans la salle du centre culturel, avec une équipe de théâtre de Tchernavoda, des élèves de Tchernavoda, une troupe de théâtre excellent, vraiment, des gens qui jouent une partie de Nos Barbares de Yann Kefelec en français. Et puis aussi le lycée Ovidius, qui a aussi une petite équipe de théâtre en français qui vont se... Et en même temps, il y aura des débats sur la manière dans laquelle on peut faire avancer les choses dans cette partie de la Roumanie. Et alors, on va convier Marine de venir aussi d'ailleurs, vous aussi, si vous êtes encore là, parce que ce sera, je pense, le plus intéressant. Moi, c'est avec plaisir. Voilà. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais commencé avec l'histoire du blocage de la francophonie dans cette partie de Roumanie. Je comprends bien. Et puis, même on parlait tout à l'heure de grandes villes. Moi, je suis allé pour le livre, justement, j'étais invité à Timișoara, Cluj et autres. Et ils ont quand même des problèmes similaires. C'est-à-dire que c'est pas la même chose. Ils ont le public, mais le public ne se rend pas forcément à tous les événements. Et c'est pareil, il y a des événements qui toujours se superposent. C'est-à-dire que le jour où il y a une rencontre littéraire, il va y avoir un marathon. Et tout le monde va aller au marathon. Et donc, il y a trop d'événements. Et à Bucarest, ils ont ce problème. C'est-à-dire que l'Institut français, moi je connais bien les gens là-bas, la nouvelle directrice est super, elle veut dépoussiérer la chose. Mais la réalité, c'est que les Français désertent l'Institut culturel. Donc, il y a des Roumains qui parlent un peu le français, pas toujours. Et ce qui marche le mieux, c'est les cours de français. Et donc, il y a un avenir au niveau de la langue française pour ça. Mais globalement, les gens ne parlent pas tous français, ceux qui viennent à l'Institut. Et par exemple, les films on en parlait de la salle Elvire Popescu, c'est sous-titré en roumain. C'est-à-dire que les Français ne vont pas avoir un film sous-titré en roumain parce que c'est en turc. Alors, il faut suivre le film en turc, sous-titré en roumain, enfin, c'est quand même compliqué. Donc, ils ont ces problèmes-là un peu partout. Et je vois. Au moins, à Bucarest, à Cluj, à Timișoara, par exemple, maintenant, il y a les films de Cannes en Roumanie. Oui. Que Constanța. C'est dommage parce que c'est vrai que, en plus au bord de la mer, bon, bien sûr que là c'est pas la période, mais ce serait une autre période peut-être. On aurait pu organiser avec des écrans. Bon, en tout cas voilà. Mais non, mais c'est important de te parler de la francophonie. Moi, ça m'intéresse parce que moi, si je peux aussi aider ici en venant, je parlais de Jean-Michel, mais Jean-Michel il suit nos articles et en général on en parle parce que moi je suis attaché au livre. Bien sûr que moi c'est un peu le secteur que je défends le plus, mais après il y a d'autres secteurs, la culture dans sa globalité. Voilà, c'est dans l'intérêt de tous que ça, honnêtement.
Surtout qu'en Roumanie, le français est quand même très recherché au niveau professionnel. C'est pour ça que toutes les villes de Roumanie, ou au moins celles qui ont un bastion de langue française, on doit y tenir. Parce que voilà, c'est vachement important. C'est vrai que Constanța, ça a perdu de l'ampleur depuis quelques années. Enfin, ça fait 15 ans que je connais Constanța. Voilà, pourtant, les personnes, elles recherchent quand même à apprendre le français, quoi. Donc c'est l'intérêt de la bibliothèque, au final. De discuter librement en langue française, avec les tares, les atouts. L'important, c'est d'apprendre une nouvelle langue, au final. Qu'y a-t-il dans ce livre? Bon, j'en avais parlé un peu tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est comme ce qu'on peut appeler un récit de voyage. Je ne vais pas le cataloguer comme ça, mais en fait, c'est un récit de voyage, donc, qui part des portraits, c'est des portraits des fois de gens, de situations. On va, en fait, comme son nom l'indique, à la découverte du hors-piste. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'aller sur des chemins balisés de la Roumanie, je pars du principe, donc je parle à la première personne, exceptionnellement pour ce livre, et c'est vraiment, en fait, un voyage où on se perd. On se perd dans une Roumanie sauvage. Donc il y a des moments où on n'arrive même pas à recréer la géographie du lieu. Parce qu'une journaliste des RFI me disait ça, elle me dit, c'est pas un guide de voyage. Il n'y a pas de, voilà, je rencontre un chapelier, je ne dis pas, ce chapelier s'appelle un tel, vous le trouverez à telle adresse. Ça, c'est le petit journal, ce que je fais aujourd'hui. C'est plutôt, c'est un personnage, et ce personnage-là, il pourrait très bien être sorti de mon imaginaire. C'est-à-dire qu'en fait, la fiction, la réalité, l'important, c'est une géographie mentale. C'est-à-dire qu'il y a ça en Roumanie, à vous d'aller le découvrir. C'est pas un guide des bons plans. Je suis pas allé manger dans la crêperie, je l'ai pas noté. On se perd dans des endroits de Roumanie, à travers la marche, beaucoup d'errance. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai une passion pour la littérature dans sa globalité, mais j'aime la littérature de voyage, où on montre une vie autre que la vie citadine. C'est-à-dire qu'on peut voyager autrement, on peut se rapprocher de la nature, c'est aussi une ode à la nature. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont romantiques, parce qu'en fait, c'est vrai que même quand tout va mal, la nature offre des choses qui peuvent nous permettre de nous régénérer. Et la Roumanie m'a offert ça. C'est-à-dire que j'ai vécu beaucoup, je parle beaucoup de la campagne roumaine, dont on parle très peu, enfin je veux dire, c'est dans un guide de voyage, c'est pas la campagne roumaine sur laquelle on va mettre l'accent. Parce que la campagne roumaine, il n'y a rien pour le touriste. C'est des villages où il faut connaître quelqu'un, il faut vraiment avoir des liens avec les gens. Ce n'est pas des pôles touristiques. Mais ce serait intéressant justement de découvrir cette campagne, parce qu'elle est sur le chemin justement d'endroits plus touristiques, et se perdre dans ces endroits, c'est découvrir un monde qui est oublié pour le français, pour l'étranger, c'est découvrir quelque chose qu'il a perdu et qui forcément va le ramener à une nostalgie de l'enfance. On a tous vécu des moments comme ça, dans l'enfance, où on était justement, où même notre jardin paraissait un monde inaccessible, incroyable, et ça permet aussi de déclencher le processus d'écriture. Qu'est-ce que l'écriture? C'est voir des choses qui finalement sont à la portée de tout le monde, mais qu'on n'arrive pas forcément, on ne voit plus, on passe à côté en fait. Et c'est ça en fait qui m'intéressait, c'est de montrer des choses qu'on ne voit plus, et de m'arrêter pour les observer et pour les décrire, et pour que des gens de temps en temps s'arrêtent également dans l'agitation du monde et puissent en profiter. C'est un bol d'air frais. Après, on parle aussi d'un monde plus agité, voilà, de villes. Il y a des moments où je parle également de traditions roumaines, voilà, comme la tradition du deuil en Roumanie. Donc il y a quand même une... C'est pas de la sociologie, je ne suis pas un spécialiste, donc toujours c'est de mon point de vue. C'est pour ça que je parle à la première personne. Voilà. Parce que je ne suis pas un spécialiste de la Roumanie. Ce n'est pas une étude sur, par exemple, le deuil en Roumanie, mais on passe par plein de découvertes, de choses comme la Pâque orthodoxe, comme plein de choses qui peuvent toucher les gens et leur donner envie de découvrir ça. Mais pour ça, il faut aller à la rencontre des Roumains. C'est-à-dire qu'on ne peut pas découvrir ça juste en suivant les guides. C'est-à-dire que, ou alors, justement, c'est ce qui me plaît en Roumanie, c'est qu'il y a beaucoup de guides de voyage qui proposent de découvrir un pays autrement. Ce n'est pas pour le tourisme de masse, c'est justement une approche plus sensible du pays, où on va chez les gens, on mange avec eux. Voilà, ça c'est vrai que ce pays offre encore ce type de prestations. Et ça c'est très bien, je trouve. On travaille avec quelques agences de voyage et je trouve ça très très bien qu'ils fassent ça aussi. Parce que je pense que c'est ça, la richesse en fait de ce pays, il y en a d'autres, mais c'est une des richesses qui peut vraiment parler à des gens désabusés en fait. Quand on marre justement de croiser en vacances que des étrangers et de ne plus vraiment, voilà, ne plus se fondre dans une culture. De voir les choses, c'est Euro Disney en fait, le monde est devenu Euro Disney, c'est voilà. Et la Roumanie, c'est sa vraie richesse en fait. Voilà. Après, il y a des problèmes aussi en Roumanie, et ces problèmes aussi, j'en parle parce que je les vis à un moment donné tout bonnement, quoi. Je veux dire, quand je suis en colère, je le dis, quand je suis plus heureux, je le dis aussi, voilà. Mais c'est ça, il ne faut pas s'illusionner, le livre parle plutôt
de l'idée de vivre ailleurs, comment c'est de se perdre et de vivre ailleurs et autrement, de réapprendre à vivre autrement, en prenant le temps en fait, voilà, d'observer, de marcher. C'est pour ça que ça s'appelle, en fait c'est le sous-titre en fait, récit du promeneur, c'est que c'est un hommage à, moi j'aime beaucoup Jean-Jacques Rousseau en fait, le promeneur solitaire, donc c'est vrai que c'est quand même, je dis, sans prétention, c'est un peu philosophique, c'est-à-dire qu'il y a des réflexions sur ce que c'est de vivre en fait en oubliant le temps. Parce que la campagne, réellement, moi je passe chaque week-end à la campagne, j'ai des terrains là-bas, de la famille en fait de ma fiancée, et le temps s'arrête. C'est pas la même chose de passer un week-end à Bucarest ou à Cluj ou ailleurs, et de passer un week-end à la campagne. Le temps est rallongé comme si c'était des étés toute l'année. C'est extraordinaire. On prend le temps. Des questions, niște întrebări ce ați avut? Oui. Pourquoi vous choisissez la Roumanie? Alors pourquoi bon, en fait, comme je l'ai dit au début, c'est vrai que ma fiancée était roumaine et libanaise. Et j'ai découvert la Roumanie parce que je voulais m'intéresser en fait à, voilà, je m'intéressais à sa culture, à son histoire. Et donc je suis allé au Liban au départ et je suis allé en Roumanie après. Je voulais vraiment apprendre en fait sur sa culture, c'était intéressant et c'était deux pays, en plus ça a été l'excuse pour moi de découvrir ces deux cultures. C'est la rencontre avec ma fiancée qui a été le point de départ et ce qui est étrange, il n'y a peut-être pas de hasard, mais j'ai fréquenté le Café des Roumains à Paris. Et ce qui m'a touché en fait, c'est qu'un jour j'ai été invité par cette journaliste roumaine. On se réunit autour de la table, il y avait des Italiens, des Espagnols, des Maghrébins, et en fait ce qui m'a touché à un moment donné, c'est que les Roumains se victimisaient et disaient, voilà, nous les Roumains, on a honte de dire qu'on est Roumain. Ça c'est à Paris, la chose. On a honte de dire qu'on est Roumain, et quand un Roumain me dit je suis Roumain, au lieu de dire bah, super, on est Roumain, non, laisse-moi, non. En tout cas c'est ce qu'ils disaient eux, ça c'est pas moi qui fais ce constat du tout. Et je me suis dit, mais c'est dommage d'avoir honte. C'est-à-dire que le Café des Roumains était là pour mettre en avant la culture roumaine. On invitait le réalisateur, très connu, comment il s'appelle, le réalisateur le plus connu de Roumanie, celui qui a eu la Palme d'Or, Mongiu, oui. Mongiu était invité. Et donc, ouais, tout le monde est un peu dépité d'entendre ça, parce que les gens se cachaient, et ils voulaient réussir et s'intégrer en France. Et les Espagnols, ils disaient, mais nous aussi, quand on est arrivé, c'était pareil. Les Italiens, ils disaient, bah, c'était pareil pour nous, et puis les Maghrébins, voilà, c'est cyclique. Et donc, ils disaient, mais c'est vrai que là, vous n'avez pas la côte, concrètement, mais ça devenait bon enfant. C'est-à-dire que chacun expliquait, bah, nous, on n'a pas eu la côte à un moment donné, voilà. C'est Paris, encore une fois. Paris, c'est surpeuplé, il y a des vraies tensions, et c'est des sujets très délicats actuellement. C'est aussi pour ça que j'ai quitté Paris. Pourquoi la Roumanie, déjà ? Pour quitter Paris déjà. Là c'est intéressant parce que souvent les élèves, notamment, ils pensent que la France c'est que Paris et puis pareil, c'est toi-même qui l'a dit, Paris c'est la ville à éviter en France. Parce qu'il n'y a pas de travail en France ailleurs qu'à Paris. Tout le monde est à Paris et personne ne veut y être. Voilà, c'est ça qui est triste à Paris, parce que c'était une ville incroyable avant. Mais maintenant les gens sont dépités à Paris. Moi, ça va faire partie d'une activité sans doute qu'on fera, les vraies facettes. Donc c'est une réalité en réalité. Enfin, ouais, c'est horrible, cette ville. Paris, c'est voilà. Il y a 3 petits points touristiques et puis c'est tout. Mais après, c'est super chargé. Oui, en fait, le problème à Paris, c'est de choisir d'être à Paris. Avant, on venait à Paris, on disait on descend à Paris. Je sais pas, des gens comme Jean Gabin, Ventura. Voilà, on monte à Paris, pardon. On monte à Paris, c'est vrai que c'est dans ce sens-là. Je suis parisien quand même. Voilà. Et Belmondo, tout le monde, enfin, je veux dire, c'était quelque chose. Quoi. Je suis mieux ici qu'à Paris. Voilà, mais à l'époque, c'était une fierté. C'était Rastignac, à nous deux, Paris, voilà. Mais aujourd'hui, les gens qui sont à Paris, ce qui est triste, hein, moi je l'ai constaté, même des étrangers, au bout de même pas 2 ans, ils sont dégoûtés. Donc en fait, il y a quand même des questions à se poser. Et je ne parle pas des légendes que j'ai rencontrées dans le cadre de mon ciné-club, comme Philippe Garrel, des gens comme ça, qui étaient justement, qui ont connu le vieux Paris, de Godard et autres. Et même d'avant, et comme Michael Lonsdale, ils ont fait le deuil d'un Paris. Donc maintenant, c'est vrai que c'est ça le problème, c'est que tout est centralisé à Paris, on veut travailler ailleurs. Des fois, on est regardé, il faut voir, hein, quand on descend dans les villes de France, j'ai envie de dire, je suis beaucoup mieux accueilli dans les villages roumains. Hein. Je me sens plus étranger dans les villages de France que dans les villages roumains. Dans les villages roumains, tout se passe très bien. Hein, Mais comment vous avez vu les villages roumains, les Dames? Alors, comme Nicolas Bouvier, justement, la voiture. Alors, moi, je me déplace, je fais du stop. J'ai toujours fait du stop, dans tous les pays où je suis allé.
Alors bon, c'est vrai qu'en Roumanie, c'est simple, le stop, c'est pas vous restez là et vous attendez que quelqu'un passe. C'est qu'en fait, il faut payer un tout petit peu, c'est presque rien. Mais au moins, on est sûr de trouver quelqu'un. Parce que moi, l'hiver, je serais mort en France en faisant du stop. Ici, bon, voilà, j'ai perdu de lait. Mais non, c'est vrai que j'ai adoré les villages roumains parce que c'est pour moi vraiment, quand je pense, si un jour vraiment, enfin voilà, si je pense par exemple à mon enfance, je ne pense plus à chez moi que j'ai connu parce qu'en fait j'ai déménagé. Mais je penserai à cette maison de campagne. C'est-à-dire que même si je quitte la Roumanie, c'est comme si j'avais vécu dans ce village, dans cette maison. C'est incroyable. J'ai ce souvenir-là et je commence à penser, parce que c'est aussi une expérience de la mort, de vivre intensément les choses. Et je me retrouve dans cette campagne où le temps passe lentement, et j'ai des amis, vraiment plein d'amis là-bas, des amis de la famille qui se connaissaient durant l'enfance, avec par exemple la mère de ma fiancée, et qui ont pu communiquer. Et moi, en fait, par hasard, en passant, ils ont vu que j'étais français, je suis allé chez eux, et on a découvert qu'en fait, ma belle-mère, c'était son grand amour d'enfance. C'était un secret dans la famille, on n'en a jamais parlé, mais c'était... attention. Mais en tout cas, c'était très intéressant parce qu'ils se retrouvaient, c'était tellement émouvant de les voir se retrouver. Et aujourd'hui, c'est des amis, vraiment, alors que ma belle famille étaient isolés. Ils restaient dans leur maison, ils ne connaissaient personne. Maintenant, ils connaissent la sœur d'un tel, ils ont repris des terrains. Ces terrains, ils s'en occupent la semaine parce que c'est les amis des amis. Ils ont recréé une vraie vie de famille là-bas, alors qu'avant, ils partaient en week-end, c'était les Bucarestois, et ils ne connaissaient personne. Et c'était triste. Donc, le fait d'être étranger, ça m'a rapproché des gens. Les gens, j'étais un peu une curiosité. Ils se disaient, c'est étrange qu'ils soient de France et qu'ils soient tout seuls là-bas. Et je parlais mal, j'allais les voir, et donc ils se sont dit, bah, c'est marrant, on t'invite à prendre une bière, Sweetka, et puis à la fin, on arrivait à trouver un langage universel, quoi. Pardon? Alors moi, le problème, c'est ça. C'est qu'en fait, je le lis pour le journal, je le parle très mal, parce que je crois que c'est un blocage très français. C'est-à-dire que du fait que déjà, moi je suis né en 84, tout était doublé. C'est depuis récemment que je vois des films sous-titrés au cinéma, et encore pas partout en France. En France, il n'y a aucun cinéma sous-titré ailleurs que dans les grandes villes, ce qui est catastrophique. Et donc ça, c'est une excuse que je donne, mais c'est vrai, parce que j'ai quand même beaucoup voyagé, et j'ai toujours été nul en langue. Donc j'ai un blocage, c'est-à-dire que quand je suis forcé de parler avec des paysans, j'essaye, parce que j'ai pas honte, mais dès que je suis avec, on va dire, entre guillemets, des gens un peu plus éduqués de Bucarest, qui vont pas forcément me laisser passer des fautes, j'ai beaucoup de difficultés à me lancer. C'est mieux comme ça, vous apprenez. C'est petit à petit, mais j'ai un complexe énorme de ne pas le parler. Voilà, et ça prend du temps, mais il va falloir s'y mettre sérieusement. Ça, c'est sûr. Finalement, c'est ça le charme des langues étrangères. Oui. C'est pas tout simplement rester crispé sur des fautes grammaticales et compagnie. Enfin, c'est de pouvoir lancer les premiers mots et puis après on corrige. Oui. C'est ça aussi le nouveau challenge qu'il a la langue française. Toutes les langues étrangères au final, mais le français, si elle veut rester une langue vivante et pas une langue morte en Roumanie, il va falloir recentrer toutes les activités sur la langue parlée, pas que de la langue écrite, même si la grammaire c'est très important. D'ailleurs, par rapport à ça, en France, il y a eu je ne sais même pas comment on dit ce mot en français, profesor a fost cam delasator în ultimii ani, să zicem acum 15 ani, și nu mai erau așa atent la gramatica. Dar e foarte neplăcut, de fapt, să citesc limba franceză sau limba romană cu plin de greșeli gramaticale. Deci trebuie să punem și punct pe gramatica, dar e important pentru limba franceză. Mais les Roumains parlent des fois mieux le français que les Français. Que moi, je travaille avec des étudiants roumains des fois pour des articles. C'est vrai qu'il y a un gros travail à faire au niveau de la jeunesse. Justement, actuellement en France, j'ai été professeur à Paris. Et je peux vous dire que c'est assez catastrophique aussi, parce que maintenant, avec les écrans, les correcteurs automatiques, les textos, avec tout ça, quand un Roumain veut parler le français, déjà, il faut savoir que moi, ce qui me fascine vraiment chez les Roumains que j'ai croisés, parce que j'en ai croisé beaucoup après, et forcément à travers le média, c'est qu'en fait, déjà, il y a une exigence de la langue qui est assez incroyable, que les Français ont perdu, la plupart des jeunes. Et il y a une condescendance française à l'oral par rapport à l'accent. Une vraie discrimination autour de l'accent, c'est que les Français attendent que tout le monde parle leur langue, mais par contre, eux, ils n'en parlent aucune. Donc comme il y a un complexe, souvent le complexe fait qu'il y a ils sont agressifs. Je pense, enfin voilà, je ne veux pas leur donner d'excuses, mais je pense que c'est un vrai complexe chez eux. Et donc ils disent, oui, non, moi je ne parle pas d'autres langues, je ne parle pas l'anglais sur les quais de Seine. Parce qu'en fait, oui, ils ne parlent vraiment pas l'anglais. Alors qu'ils sont censés le parler quand même à Paris. Mais ils ne le parlent pas vraiment, donc ils disent, mais tout le monde doit parler le français. Tu es là, tu achètes un livre en français, tu dois parler français.
Mais la réalité, c'est que c'est un complexe que les Français ont. Et je le vois, c'est très dur pour des Roumains qui allaient à l'université de s'entendre dire on ne comprend pas ce que tu dis, alors que sincèrement, à l'écrit, ils écrivaient beaucoup mieux que les Français. Donc je vois qu'il y a beaucoup de racisme et de condescendance à ce niveau-là. Et il faut aussi que ça change. Parce qu'il faut encourager aussi quand même ce talent-là pour les langues, parce que les Roumains ont quand même un talent pour les langues que n'ont pas les Français, je veux dire. Ils parlent assez bien l'anglais, il y en a beaucoup qui parlent l'espagnol et l'italien parce que c'est peut-être plus proche. Et voilà, et c'est quand même incroyable. C'est une chance, en fait, qu'ont les enfants ici d'avoir parlé plusieurs langues. En France, voilà, s'ils parlent l'anglais un jour, ce sera déjà exceptionnel, quoi. Et ça va être de pire en pire chez nous, donc je dis ça. Moi, je suis de la génération avant Internet et on parle mal les langues. Alors imaginez maintenant. Et je me suis dit, ils écoutent beaucoup de musique, ils vont parler tous l'anglais. Ben non, pas vraiment, ils le parlent un peu, mais à l'écrit, c'est une catastrophe aussi. Donc, Oui. Cum a été votre parcours professionnel? Alors là, bon, un peu compliqué. Alors moi, la culture, justement, ça a toujours été l'objectif premier, donc j'ai dû me sacrifier, parce que c'est vrai que j'ai toujours... moi, je vivais dans une chambre de bonne à Paris, parce que je voulais faire que ça, donc réaliser des films. J'ai écrit, j'ai écrit des scénarios, donc des fois, ils n'étaient pas tournés. Donc un avec Michael Lonsdale, et j'étais professeur, pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Donc en fait, le ciné-club que j'ai créé à Paris a eu du succès. C'était une ad vitam qui le finançait. Mais en fait, donc ça a commencé comme ça. C'est-à-dire qu'au début, c'était professeur, j'intervenais dans des prépas, des universités de temps en temps, et donc j'essayais de faire des films à côté. Donc ménager du temps pour pouvoir faire des films. Donc les films m'ont permis de voyager beaucoup, et quand je revenais, on me disait ton poste, il est fragile. Parce que tu es parti pendant 2 semaines dans un festival, ou tu es parti tourner au Liban, enfin voilà. Donc très compliqué. Mais je pense que ça a payé, parce qu'à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter l'enseignement, de tout planter avant de venir en Roumanie pour aller travailler dans des fermes en Irlande pendant 8 mois. Alors là, c'était encore plus risqué, parce que je n'avais pas de travail, mais j'étais nourri, logé, et je travaillais dans la ferme. Donc au début, je faisais du roofing, c'est-à-dire que le roofing, en fait, on est nourri, logé, mais on n'est pas payé. Et après, en fait, comme on me faisait faire de tout, couper les arbres et autres, je suis allé sur des marchés, en fait, dans le sud de l'Irlande, et j'ai dit, je suis capable de faire ci, ça. Et ils ont commencé à me payer un peu. Donc je suis resté un peu plus longtemps en Irlande, pour lire, et puis pour pouvoir, en fait, justement, me rapprocher de la nature, voir comment on vit autrement. C'est-à-dire que moi, je dirigeais des troupeaux de moutons dans la montagne avec une lumière extraordinaire. Je me suis dit, mais si je ne le vis pas à 28 ans, je ne le vivrai jamais. Donc en fait, je regrette rien, mais des fois, j'étais dans un bar et je pleurais parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est catastrophique. C'est vrai qu'en plus, mes parents se disaient, mais t'es un vrai loser, là, vraiment, t'as tout perdu, quoi, tout ce que t'avais construit. Et donc en rentrant, j'ai travaillé, j'ai repris un travail, donc je faisais des interventions. J'étais conseiller pédagogique dans une école de commerce qui n'avait rien à voir pour gagner plus d'argent. Et je prévoyais de repartir quelque part. Et là, on m'a proposé de faire des documentaires en Roumanie, et la suite... vous la connaissez. Mais dans le chemin de la culture, c'est l'aventure. C'est-à-dire que tu ne peux pas prévoir ce qui va se passer. Et des fois, c'est heureux, et des fois, ça l'est moins. Mais bon, c'est ça l'aventure. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire un roman de voyage? En fait, c'est pas vraiment bon. C'est un récit de voyage parce que c'est vrai qu'il faut l'identifier pour vendre. Pour que les éditeurs vendent, il faut l'identifier comme récit de voyage. Mais en réalité, c'était plus, c'est un mélange de genres. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des histoires qu'on raconte un peu comme des nouvelles, donc qui pourraient être des personnages que j'ai fantasmés ou inventés. Bien sûr, il y a une matière qui est ancrée dans le réel. C'est peut-être des gens que j'ai croisés, mais les gens ne sont pas censés le savoir. Mais c'est construit comme ça démarre comme un roman noir. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient dans un pays et qui finalement doit découvrir un pays et est privé de cette aventure. C'est-à-dire qu'il est nourri et logé dans un hôtel 4 étoiles, habillé en tenue de trek, où il est un peu le pique-assiette en fait, de l'établissement. Et en fait, on apprend que l'homme qui doit le financer a des démêlés avec la justice, et il découvre qu'il apparaît dans le poste de télé, et qu'il risque même de fermer son hôtel, et donc tout risque de s'effondrer. Donc ça part sur des difficultés en fait, un peu construit comme un roman noir avec des rebondissements. Et ensuite, on part sur l'aventure et la découverte. Voilà. Donc, moi, j'ai écrit ça parce qu'en fait, tout bonnement, à un moment donné, la question s'est posée sur quoi écrire. Et en fait, j'ai été bloqué, j'ai fait plein de tentatives d'écriture. Et ce qui a débloqué le processus,
parce que c'est vrai que comme j'aime la littérature, j'étais assez exigeant, je ne voulais pas écrire quelque chose de... Voilà, c'est pas raconter une histoire pour moi, la littérature, c'est plus que ça. C'est la recherche d'un style, c'est la recherche d'un rythme, et c'est également, voilà, le sujet pour moi est presque secondaire. Donc c'est vrai que la Roumanie, à un moment donné, a permis de débloquer ce processus, parce qu'il y avait de la matière, j'avais des choses à raconter, et l'écriture est devenue vraiment quelque chose de libérateur. Voilà. Maintenant, je peux le dire, après plusieurs tentatives d'écriture, ben, je ne retrouve jamais ce truc-là. C'est comme une première fois amoureuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile d'écrire. Alors que là, c'était simple. C'était presque une question de survie. C'est-à-dire que si j'écrivais pas, ben, je me serais laissé vraiment envahir par la dépression ici, quoi. Clairement, c'était thérapeutique. J'avais besoin d'écrire. Mais je ne voulais pas que, justement, ce soit narcissique et nombriliste, que ce soit un journal. Je voulais vraiment proposer une matière littéraire, qui ait une réflexion, qui ait quelque chose, qui puisse toucher les gens qui aiment la littérature, et pas seulement les gens qui ont envie de lire une 4e de couverture et de se dire « Ah bah ça parle d'un pays que je ne connais pas, allons-y, on va découvrir des choses ». Pour moi, ce n'est pas le plus important dans l'écriture. Voilà. Oui. Souhaitez-vous retourner en France et pourquoi? Alors non, parce que je pense que... Non mais... C'est parce que déjà, je pense qu'à un moment donné, même 3 ans et demi ici, je suis étranger chez moi. C'est-à-dire que je rentre à Paris de temps en temps et j'ai vraiment... Tout est nouveau pour moi, vraiment. Et les gens me parlent, alors qu'avant, ils ne me parlaient pas. Parce que là, j'ai le temps de les aider ou de prendre le temps, justement, pour en parler. C'est-à-dire que je pense que si les gens prenaient le temps, même dans les grandes villes, ça se passerait beaucoup mieux au niveau relationnel entre les uns et les autres. Mais on le sait une fois qu'on est parti. Mais moi, quand je reviens à Paris, j'ai un rapport avec les gens complètement différent d'avant. J'ai plus du tout de conflit avec personne quand j'y retourne. C'est assez impressionnant. Donc je ne reviendrai pas parce que j'ai peur de perdre ça, de redevenir comme j'étais avant. J'ai pas envie de rentrer là-bas. J'ai pas du tout le même rythme à Bucarest. Quand les gens me disent Bucarest est une capitale, c'est une grande ville, je vis presque au cœur de Bucarest, dans un quartier qui s'appelle Mihail Eminescu. C'est un lien quand même avec la littérature roumaine. C'est des maisons, et les gens vivent comme dans le village où je suis, à la campagne. Hein, c'est la même chose. Je sors, je suis à pied pas tout le temps, je ne prends jamais les moyens de transport quasiment, parce que mon activité me permet voilà, de travailler dans le secteur, et je vis une vie que je ne vivrai jamais à Paris. Enfin, même en banlieue parisienne, il y a plus d'agitation. Je vais dans des maisons travailler, où il y a des petits cafés dans les maisons cachés, avec des petites terrasses, enfin, c'est complètement hallucinant. Tout est caché, quoi, en fait, il faut le débusquer. Et donc je ne reviendrai pas, parce que ça me manquerait. Et la plupart des gens que j'ai rencontrés ici, qui travaillent dans le journalisme en tout cas, eux, ils se sont intégrés en Roumanie, ils vivent même à la campagne maintenant. Il y a un journaliste voilà, qui travaille pour France Culture, ou Libération, ou Le Monde. Ils vont même acheter une maison à la campagne, certains ne vivent plus à Bucarest, ils vivent complètement isolés avec leur terrain. Enfin, les gens sont contaminés, c'est-à-dire que quand ils viennent ici, ils repartent difficilement. Donc il y a quelque chose qui se passe. Ils ne pourraient pas dire quoi. Ils ne vont pas dire la Roumanie est magnifique, parce qu'ils voient aussi tout ce qui les travers. Mais ils tombent quand même amoureux de la Roumanie, qu'ils le veuillent ou non. Mais ils ne savent pas comment l'exprimer. C'est ça, en fait. Mais quand même. Je connais beaucoup de gens qui ne rentreront jamais en France, en tout cas. Peut-être ailleurs, mais où aller, en fait. Voilà. Quelles sont vos impressions sur les Roumains? Bah en fait, on ne peut pas généraliser, il n'y a pas un type de Roumain, c'est comme s'il y avait un type de Français ou d'Italien. Honnêtement, moi, souvent on essaye de faire des portraits de Roumains en disant les Roumains sont fiers, les Roumains sont ceci. Je crois que j'ai rencontré tellement de Roumains différents déjà parce que les Roumains ont beaucoup voyagé, même pour des raisons économiques, hein, c'est-à-dire qu'ils ont vécu à l'étranger. Et il serait vraiment difficile de dire voilà, comment sont les Roumains. Ce que je sais, c'est que voilà, des fois on peut être surpris que quelqu'un qui a une mine un peu fermée, patibulaire, en réalité, il va nous inviter à manger. Enfin, on est très surpris. C'est-à-dire que l'Américain, par exemple, l'Américain, c'est « Oh, my friend, you're my best friend », et puis derrière, je peux te dire qu'il peut vite changer de visage. Hein, on est en plein dans psychose. Donc c'est vrai que les Roumains, c'est pas ça. Les Roumains, c'est au début un peu méfiant, enfin ce que je constate en tout cas, mais après, quand c'est ouvert, c'est vraiment généreux. Et les Français, on se ressemble. C'est pour ça que je trouve qu'il y a quelque chose vraiment à creuser là-dessus. C'est qu'il y a quand même un lien. Les Français sont comme ça aussi. Les Français, ils ne sont pas trop expansifs. Mais un Français, il prend l'amitié au sérieux. Et je pense que les Roumains prennent l'amitié au sérieux également. Moi, ce que je vois à la campagne, c'est que même les gens qui ont vécu en se privant, par solidarité, par amitié, ils ont réussi par le système D à créer un mode de solidarité qui fait qu'il y a quand même de la joie de vivre, malgré tous les problèmes. Aller dans les campagnes françaises,
c'est beaucoup plus difficile. Hein. Je veux dire, les gens sont vraiment... On dirait que le monde entier s'est abattu sur leurs épaules. Il y a beaucoup moins de joie de vivre, beaucoup moins de fêtes, beaucoup moins de... Peut-être parce que le lien à la religion est fort. Moi, je suis très touché par le lien qu'ont les Roumains avec les traditions et la religion. On peut critiquer aussi cet aspect-là, mais moi, ce que je trouve fort, c'est que, qu'on le veuille ou non, toutes nos grandes fêtes religieuses, toutes les grandes fêtes sont liées à la religion. En France, quand je dis que Noël est une fête religieuse, j'exagère, mais il y a des gens, ils vont se dire Noël, quel est le rapport avec la religion? Enfin, ça va vraiment être... On a perdu nos racines à ce niveau-là. C'est dommage, parce que moi, je vois quand même l'intérêt de ces traditions-là. Je ne dis pas qu'il faut donner trop d'importance à l'Église, mais qu'il faut quand même, voilà. L'Église est une chose, la religion est une autre, et la religion, indépendamment même de la foi en Dieu, ce que je trouve beau ici, c'est que ça se transmet comme philosophie aussi. C'est-à-dire que les Roumains sont des conteurs, je trouve. Ils racontent des histoires. C'est souvent des histoires qui sont en lien avec la religion, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que je trouve qu'ils sont d'admirables conteurs. Ils savent raconter, et ils savent, voilà, autour d'un verre, ils savent nous captiver et nous raconter quelque chose de leur culture. Et ça, je trouve ça fort, en fait. Voilà. Bon, j'idéalise peut-être un peu. En combien de temps avez-vous écrit ce roman? Je l'ai écrit, en travaillant tous les jours, je l'avais écrit à peu près en 9 mois. Après la recherche d'une maison d'édition, ça a pris beaucoup plus de temps. Ça a pris, en fait, ça a pris 5 mois. Bon, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, moi, étant un lecteur, j'ai ciblé 2 maisons d'édition, pas plus. Et j'ai ciblé 2 maisons d'édition dont je savais qu'il y avait un... Voilà. En fait, quand on cherche une maison d'édition, il faut savoir, il faut lire. Il y a des gens, ils contactent toutes les maisons d'édition parce qu'elles sont prestigieuses. Et c'est une erreur parce qu'il faut également proposer quelque chose qui va leur plaire, qui va les toucher. Il faut qu'on sente vraiment que, voilà, que la proposition ne passe pas à côté. Donc moi, j'avais contacté Transboréal, qui s'occupe des livres de Sylvain Tesson. Et donc, voilà, je sais qu'ils aiment Nicolas Bouvier. Moi, j'avais vraiment orienté là-dessus, parce que c'est aussi un hommage aussi à... Voilà, je parle autant de Suran, de Panaïtis Rati, je parle aussi de mon amour pour la littérature et pour la Roumanie à travers ces auteurs-là aussi dans le livre. Et donc, j'ai envoyé à cette maison d'édition qui était intéressée au départ, et une autre, donc, l'Harmattan, parce qu'en fait, je connaissais quelqu'un là-bas qui me disait que le pôle autour de la Roumanie, en fait, était... Voilà, pouvait les intéresser. Et qu'en plus, souvent, les livres, c'était beaucoup d'écrivains roumains qui vivent en France et qui ne parlaient que souvent de la période voilà, de Ceausescu. C'est-à-dire que ça parlait que de ça. Et en fait, c'est vrai que c'était intéressant de montrer autre chose. C'est-à-dire que c'est intéressant d'en parler, mais quand tu n'as que ça dans la production, il y avait vraiment que ça. Parce que j'ai regardé en fait, le rayon roumain, l'Harmattan a des librairies à Paris et un peu partout. Et c'est vrai que j'étais effaré de voir ça, parce que je trouve que c'est dommage. C'est-à-dire qu'on avait l'impression, moi j'ai travaillé dans le cinéma, je sais comment ça marche, qu'en fait on ne s'intéressait qu'aux Roumains que s'ils abordaient ce sujet. Et je le vois dans l'art, au cinéma et partout. Les Roumains, je comprends qu'ils en ont marre. Quand ils voient un film roumain célébré par la France, ils ne parlent que d'une période. Moi je sais comment marche la discrimination positive en France à travers les producteurs, les éditeurs et autres. Je sais qu'on utilise en fait les gens pour témoigner d'une période et pour, d'une certaine manière, voilà, les cantonner toujours à la même chose. Et c'est triste, parce que la liberté de création, c'est de pouvoir parler de tout. Et Anna Blandiana, quand elle écrivait de la poésie, c'était à une période bien particulière. Si aujourd'hui elle devait reparler de cette période, artistiquement, je suis désolé, c'est pas très riche. Voilà, donc ça c'est vraiment important de le souligner, parce que j'ai senti qu'il n'y avait rien qui avait été écrit sur justement des premières perceptions sur une Roumanie d'aujourd'hui. Et voilà, et c'est ça qui m'a intéressé. Et je le vois que même dans le journal, ça intéresse les gens parce qu'on en parle peu. On parle toujours de ce qui va mal, on en parle aussi, mais voilà, sous l'angle d'une période de la Roumanie. Et pas forcément cette Roumanie d'aujourd'hui, qui a ses défauts, qui a ses complexités, mais qui mérite qu'on en parle en fait. Surtout dans le contexte actuel, justement. Parce que ça va mal un peu partout. Il n'y a pas qu'ici que ça va mal, et ça va encore pas trop mal par rapport à d'autres pays. On trouve toujours pire. Voilà, donc c'est vraiment, c'est important aussi de parler d'autre chose que de Ceausescu, que des privations, parce que je trouve qu'on en a, voilà, c'est important d'en parler, mais pas de limiter la Roumanie à ça. Surtout chez ces artistes, de leur imposer ça. Oui. Doar vă balad a travers la Roumanie.
quel a été le souvenir les plus marquants? Il est à une ou plusieurs personnes. Alors les souvenirs les plus marquants, bah, c'est des rencontres en fait avec... moi c'est à la campagne par exemple, j'ai rencontré un Bucarestois qui m'a dit va voir mon père, donc à la campagne. Et en fait son père je l'ai vu une fois, j'ai jamais revu ce Bucarestois, bon je le revois parce que c'est comme mon père aujourd'hui. C'est un homme qui parle un peu le français mais pas beaucoup, et qui en fait cultive la terre, travaille dans une usine en fait nucléaire. Et en fait cet homme en fait quand je parle d'implication, quand personne ne veut s'impliquer dans une ville, lui, il a repéré un terrain qui était perdu complètement dans la campagne, et il s'est dit, mais c'est incroyable, parce qu'il a croisé une biche là-bas, il se dit, mais ce terrain, il faut en faire quelque chose. Donc il l'a racheté, enfin il l'a loué en fait à vie. Donc après, à sa mort, ça sera redonné. Et en fait, sur ce terrain, il va pêcher, il ramène des poissons, des fois du Danube, donc il recrée un écosystème, c'est incroyable, un écosystème. Et là-bas, c'est vrai qu'on pêche et on voit des biches circuler, enfin, c'est incroyable. C'est un petit paradis comme ça qu'il a préservé. Et il l'a fait par passion, par amour de son pays et de sa ville et de son village. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui avait de l'argent, qui aurait pu partir à travers le monde et voyage, mais il a voulu rester chez lui. Sa mère, qui est une paysanne roumaine, elle refuse de vivre. Voilà, lui, il a une maison tout confort, elle refuse. Il respecte ça. C'est-à-dire qu'elle a encore les toilettes dehors, alors qu'elle est très âgée. Et en fait, il continue à préserver cette tradition, à s'occuper des terrains de sa famille. Et on voit, quand ils se réunissent, c'est bouleversant. Il y a vraiment de l'amour, de la générosité. Et ça, c'est des rencontres comme ça qui m'ont bouleversé. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas être objectif avec un pays et dire les Roumains sont comme ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la chance comme on peut être malchanceux. Mais quand on trouve des gens extraordinaire, il faut s'y accrocher, je veux dire. Il faut voir la vie de manière positive, sinon on se tire une balle de suite. Voilà. Mais en tout cas, j'ai eu de la chance en Roumanie. J'ai rencontré des très très belles personnes, franchement, roumains comme français d'ailleurs, mais des Français très attachés au pays et qui arrivent vraiment à en parler avec amour et intelligence et qui en même temps sont sensibles à ce qui s'y passe. Voilà. Moi, je pose toujours aux hommes d'affaires la question qui les dérange le plus, mais c'est normal, c'est vous êtes un acteur économique, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et c'est la question qui les dérange le plus, mais en même temps, c'est la question qui intéresse le plus les lecteurs. Parce que de savoir qu'ils ont monté une entreprise qui prospère, ça ne les intéresse pas beaucoup. Parce que combien ont de chances les Roumains d'arriver à réunir les fonds pour monter la même entreprise? Donc, ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce qu'eux peuvent faire pour la Roumanie, puisque la Roumanie leur a donné quelque chose. Et je me rends compte que c'est ça, en fait, qui intéresse... Je veux dire, quand on vient en Roumanie, on prend quelque chose d'une certaine manière, comme dans chaque pays. Qu'est-ce qu'on est prêt à apporter? Et voilà, moi, à travers la culture, j'essaye d'apporter à mon petit niveau, à travers le petit journal. Et j'espère, et voilà, et chacun dans son domaine doit apporter quelque chose et rendre ce qu'on lui a donné, en fait, c'est logique. Et les Français qui restent ici depuis très longtemps, j'espère, en fait, qu'ils arrivent à rendre ce qu'on leur a donné, parce qu'ils ont forcément quelque chose de beau. Sinon, ils ne resteraient pas là. Ils ont la possibilité de partir. S'ils restent ici, c'est qu'ils ont reçu quelque chose qui les a touchés, et voilà, qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs. Oui. Avez-vous un poète français de prédilection? Bah, forcément. En fait, moi, le truc, c'est que j'allais dire Arthur Rimbaud, mais là, ça fait vraiment bon élève, comme on est à la bibliothèque Arthur Rimbaud. En fait, j'ai réalisé mon premier court-métrage que j'avais fait produire. Je l'ai fait sur Arthur Rimbaud, en fait, sur son départ de Charleville. Et ça devait être Isabelle Huppert qui devait jouer la mère de Rimbaud, parce que je la trouvais extrêmement rigide, comme la mère de Rimbaud, enfin dans mon imaginaire. Et en fait, elle n'a pas pu jouer parce que sa fille, le hasard a fait que sa fille, qui n'avait pas du tout le même nom, elle s'appelait Lolita Chama, joue la sœur d'Arthur Rimbaud. Donc elle a dit, bah, ma mère ne jouera pas dans le film, parce que voilà. Mais en tout cas, bon, c'est Arthur Rimbaud m'a fasciné, Baudelaire, j'aime beaucoup René Char, qui était un très bon ami d'Albert Camus. J'aime beaucoup, voilà, j'aime les poètes surréalistes. Enfin, la poésie me touche énormément. Voilà. Parce qu'en fait, la poésie, comment dire, aujourd'hui, ce que je disais en art, c'est que le sujet prime sur la forme. La poésie, en fait, le sujet ne peut jamais primer sur la forme. La poésie, c'est extraordinaire pour ça. C'est-à-dire que quand je pense à un poète comme, là c'est pas français, mais Keats, en fait, Keats était condamné, il savait condamner à mort. Et en fait, il observait tout sous le condamné. Et je pense qu'aujourd'hui, pour créer, pour écrire de la poésie, de la littérature, il faut que l'ombre de la mort plane. Pas de manière forcément déprimante, mais il faut penser on va mourir.
Et je pense que la plupart des gens évitent ce sujet toute leur vie, jusqu'à ce que ça leur tombe dessus par la mort d'un proche. Et pourtant, c'est la sève de la création. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas créer si on n'a pas conscience qu'on est mortel. Et donc que toutes les choses sont périssables autour de nous. C'est impossible. Je crois que c'est vraiment... moi, c'est ce qui me touche dans la création. C'est que c'est justement éphémère. On ne sait pas combien une œuvre d'art va durer. Peut-être qu'elle va durer plusieurs siècles parce que les gens vont la transmettre, ou peut-être qu'elle va durer le temps d'une promotion. Et c'est ça, en fait. C'est complètement éphémère, en fait. Et tout ce qui est tous les sujets, en fait, de la littérature sont forcément des sujets éphémères. Un monde est amené à disparaître et un nouveau monde va naître par la suite. Et donc, on n'est pas grand-chose. Autant en profiter quand même. C'est vrai que... Dans tous les corps de métier, on sera rempli. Tous les corps de métier. De quelle ville de France vous êtes originaire? Moi, de la banlieue parisienne. Du 93, Clichy-sous-Bois, la zone. Il y a des blocs hein, là-bas. Je peux vous dire qu'il y a des blocs partout. C'est important. Oui. Avez-vous un poète roman préféré? Alors. Ah non, mais bien sûr. Alors, moi, c'est pas que je suis particulièrement... En fait, c'est faute de connaître d'autres poètes roumains. La première fois que je suis venu en Roumanie, je suis allé dans une brocante et donc ils m'ont donné tous les livres ils me donnaient que du Mihail Eminescu. Donc forcément, Mihail Eminescu, c'était le premier poète roumain que j'ai découvert. Ce qui m'étonnait, c'était en fait la période. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'était le dernier des romantiques. C'est-à-dire qu'en fait, il faisait quelque chose que toute la poésie internationale avait arrêté de faire depuis très longtemps. Donc c'était très étonnant de revenir à ce romantisme-là. Il y a eu Lucien Blaga, c'est ça, Lucien Blaga. Après, j'ai découvert d'autres poètes, mais qui étaient traduits en français. Bon, bien sûr, j'ai rencontré donc, la poétesse Anna Blandiana, donc j'avais lu quelques poèmes en français d'elle. D'ailleurs, elle est peu traduite en français. Et donc, j'ai aussi découvert des poètes récents qui ont gagné des grands prix des Balkans, donc Paul Vinicius, j'avais fait une interview de lui, et Radu Bata, qui traduit beaucoup de poètes roumains, et qui a gagné le prix des Balkans, en fait, l'année dernière. Donc, je découvre, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a une effervescence dans la diaspora roumaine en France, autour de la poésie, c'est-à-dire qu'en fait, on sent que l'héritage des Roumains par rapport à la poésie est beaucoup plus fort que chez nous, parce que chez nous, la poésie, c'est la dernière roue du carrosse. On a des grands poètes morts, mais aujourd'hui, il n'y a personne qui s'essaie réellement à la poésie, c'est-à-dire que c'est la littérature qui prime. Et la littérature est en perte de vitesse aussi. C'est le cinéma qui prend la place. Donc c'est très intéressant de voir que les Roumains sont très attachés à la poésie, vraiment. Moi, il n'y a pas, même dans les villages, je trouve plein de recueils de poésie chez les gens. Peut-être qu'ils ne les ont pas lus depuis très longtemps et que ça prend la poussière, ça ressemble un peu au livre des Ketsen, mais honnêtement, je veux dire, ils les ont quand même chez eux. Et ils ont l'air d'être très attachés à ça. Et je le vois, il y a beaucoup de poètes roumains qui, dans les festivals, en fait, rayonnent assez bien de la jeunesse roumaine. Contrairement à ce que dit Anna Blandiana, il y a des jeunes, quand même. Tu parlais de la poésie, mais moi je vais mettre mon petit mot aussi, c'est qu'en effet, les Roumains, ils ont une qualité extraordinaire. Je ne sais pas si on peut dire ça au niveau littéraire, là, tout simplement au niveau marketing. La jeunesse roumaine, elle invente des slogans qu'on n'a jamais vus nulle part. Enfin, là, je parle pas des manifestations, c'est au niveau marketing, voilà, publicité et tout, quoi. Franchement, la jeunesse, elle est hallucinante, quoi. Parce qu'en France, ils sont catastrophiques, quoi. Au niveau marketing, ils sont ras des pâquerettes, pour l'expression. Et ouais, non, la jeunesse roumaine, de la poésie, au final, il y a quelque chose qui est bien ancré, en fait, dans leur génétique, à ce niveau-là, c'est clair et net. Alors, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'ici, comme je le dis, il y a le système D, ça qu'on en parlait tout à l'heure. Même à Bucarest, les gens, s'ils attendent quoi que ce soit de la mairie ou autre, ils peuvent attendre. Tout ce qui s'organise, les maisons, par exemple, il y a une maison qui a été retapée par des architectes, ils ont vécu en France et ailleurs, et ils l'ont retapée eux-mêmes, et ils ont fait quelque chose ensemble avec les bénévoles et autres. Et ce que je veux dire, c'est que les plus belles initiatives, comme les nuits, des maisons ouvertes la nuit, tout ça, ou Casa Journalistoul, qui sont des vrais héros, franchement, ce qu'ils font ici, c'est incroyable, ils mènent des véritables enquêtes. Ces gens-là, ils travaillent bénévolement. Enfin, je veux dire, ils reçoivent des dons de temps en temps par Internet, mais je veux dire, ce sont des vrais warriors, des combattants, quoi. Et même à Bucarest, qui est la capitale, toutes les plus belles initiatives que j'ai vues sont indépendantes. C'est-à-dire que voilà, ils le font par solidarité entre eux, le système D. Ils font les choses comme ça.
Je dis pas que c'est bien, hein, mais ce que je dis, c'est qu'il y a vraiment une vitalité artistique qui est incroyable. Qu'on le veuille ou non. C'est ce qu'on appelle, j'en parlais à Anna Blandiana, je lui ai donné la phrase de Sartre. L'homme n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation. Et à la fin, elle a fini par constater que, bah oui, à l'époque, chaque mot qu'elle prononçait était scandaleux et scandaleux. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de scandaleux. Alors on s'intéressait à tout ce qu'elle disait, elle. Aujourd'hui, on ne s'intéresse plus à rien. Elle vendait 500 000 exemplaires à l'époque, elle en vend même pas 3 000 alors qu'elle est extrêmement connue. Ce que je veux dire, c'est que sous la contrainte, il y a une vraie créativité, mais surtout, il y a un intérêt des gens, en fait. À l'époque, on recopiait ces poèmes sous le manteau. Et ils étaient plus visibles qu'aujourd'hui, ces poèmes. Aujourd'hui, les poèmes, ils circulent librement partout. Personne ne les lit. Donc c'est qu'il y a quelque chose. C'est que sous la contrainte, les gens se débrouillent et les gens viennent. Parce que quand ils ont monté quelque chose sous la contrainte, ils fédèrent les gens. Parce que c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est ce soir qu'il faut venir à l'événement. Alors que si c'est un truc organisé, très, très lisse, bon, ils se disent les gens, c'est un truc, on s'en fout. On n'a pas sué pour cet événement, voilà. Mais c'est comme ça, en fait. Hein, voilà. Pour revenir un peu sur ce qui était dit. C'est la lutte. Hein. Nous, le petit journal de Bucarest, il n'y a personne qui voulait le subventionner. Tout le monde disait le petit journal était nul. Bah oui, il n'y avait personne qui le dirigeait. Et quand on est arrivé, je peux vous dire que c'était vraiment, il fallait vraiment tout refaire. Et c'était des insultes, et on a réuni les partenaires au fur et à mesure. Voilà, on avait des bâtons dans les roues pas possible. Je ne sais pas si je peux en parler, mais franchement, c'est vrai que voilà, bon, il y avait des gens à la culture à un moment donné. Il y avait des conflits d'intérêts et clairement, ils avaient leur champion. Et on n'avait pas intérêt à faire de l'ombre à leur champion. Moi, quand j'ai sorti mon livre, il y avait un autre livre sur la Roumanie et j'étais pas dans les petits papiers voilà, officiels. Donc, il a fallu batailler. Et moi, je suis passé par-dessus. La saison France-Roumanie, si je serais passé par l'ambassade pour demander, en parler... non, je suis allé à Paris et j'ai vu avec mon éditeur et j'ai réuni des Roumains et on a postulé. Et on n'est pas passé par eux. Parce que voilà, il faut détourner, je suis désolé, le système en place, qui marche par copinage dans tous les pays. Malheureusement, ici, des fois, c'est plus visible qu'ailleurs. Mais c'est pas quand Macron a mis Paul Besson à Los Angeles, voilà, j'ai pas besoin de commenter le... Voilà. C'est quand même... c'est partout que ça se passe. Hein, voilà. Il faut passer par des moyens contournés. Si on ne peut pas rentrer par devant, il faut rentrer par derrière. Enfin, moi, je sais qu'en banlieue, ça a toujours été comme ça, avec des bouts de ficelle, pareil. Et en banlieue, ils ont des aides pour la culture, mais il faut voir, il n'y avait personne pour venir dans les salles. On faisait venir des grands poètes, on faisait venir, comment il s'appelait, Jacques Higelin. Il n'y avait personne dans la salle quoi, pour Jacques Higelin. C'était le dernier Gainsbourg, Jacques Higelin. Et voilà, bon, même à son enterrement, tout le monde s'en fout de Jacques Higelin, mais c'était quand même, voilà, c'était autre chose que certains. C'était un vrai compositeur, lui, hein, et interprète. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que l'argent ne suffit pas pour réunir les gens, en fait. Et des fois, on a besoin d'argent, bien sûr, et il faut trouver d'autres moyens, c'est très compliqué. Mais il y a des événements vraiment subventionnés où il n'y a personne qui s'y rend compte. C'est désastreux, mais c'est comme ça. Et pourtant, les activités de loisirs payantes, on se bouscule presque. Ah bah oui, non, mais ça c'est sûr. Mais comme je dis, ça c'est clair. Ça c'est clair que... Y a-t-il encore des questions qui se sont perdues? Je crois que non, vous avez bien fait vos travail. Félicitations. D'autres questions en dehors des questions écrites? Oui, non, mais la tendance qu'elles ont été formulées. Non, combien de l'argent c'est votre livre Comment nous pouvons acheter? Non, là c'est bien que tu expliques. Non, que tu expliques. Alors en fait, voilà. En fait, il y a une librairie, la seule librairie de Roumanie, c'est Kiralina. Bon, Kiralina, en fait, quand on commande un livre à l'étranger, eux, c'est une prise de risque pour eux. Par contre, quand on reçoit le livre, on paie exactement le même prix qu'en France. Le problème que j'ai eu en Roumanie, quand j'ai fait des interventions à Timișoara, c'est qu'en fait, il y a Cărturești, qui à l'époque était une librairie aussi française, a vendu donc, avec plein de livres. Ils étaient très emballés, ils avaient aimé, ils voulaient le vendre. Le problème, c'est que les gens osaient le dire au moins. Moi, j'aime bien, les gens le disent, ils disent 19,50 €, c'est pas possible. Mais le problème, c'est qu'un livre roumain est moins cher, ça forcément. Mais le livre français, c'est exactement le prix du livre en France. Et le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas l'adapter au marché roumain parce qu'ils y perdraient. La librairie Kiralina, je le dis sincèrement, elle marche aux assistantes respiratoires. C'est-à-dire que cette librairie peut disparaître. Si elle disparaît, il n'y aura même plus le lien avec le livre français. C'est-à-dire qu'il y aura bien sûr des bibliothèques, mais il n'y aura pas les nouveautés, il n'y aura pas tous les livres qu'on peut commenter. C'est impossible, je veux dire. Là, on perdra quelque chose aussi. C'est un tout. Il faut vraiment que... Voilà.
ils sont victimes aussi d'Amazon et puis de... Bien sûr, ils sont victimes de ça. Je connais plein de gens qui achètent le livre français. Bien sûr. Amazon, c'est une catastrophe pour les auteurs et pour les éditeurs. C'est un vol orchestré. Et là, ça marche en plus. C'est complètement de la publicité mensongère Amazon, parce qu'en fait, la règle d'or, c'est les auteurs paient plein de gens, quand tu as des contacts, pour mettre des commentaires positifs, parce qu'au bout du temps de commentaires, il y a un prix Amazon, et donc le livre est mieux coté financièrement et autres. Mais c'est vrai que oui, moi honnêtement, mon argent il passe toujours à la librairie Kiralina, hein. Des fois j'en ai marre, hein, parce que c'est quand même cher. Il y a des livres, moi à 19,50 €, c'est pas le plus cher, parce que il y a des livres de Fernando Pessoa ou des livres de collection, là on atteint, voilà, c'est des livres de photographie, là c'est très très cher. Donc moi je peux pas forcer les gens, c'est sûr, ça c'est clair, et c'est pour ça qu'ici je suis toujours un peu gêné quand je vais dans des rencontres, quand on me dit le livre est cher, parce qu'en fait je peux rien y faire, mais concrètement, voilà, c'est le problème que je peux avoir. Par contre c'est vrai qu'il peut se commander partout, il peut même se commander en fait, comment on appelle ça en ligne, pour 2 €, voilà, bon. Il y a plein de campagnes organisées, c'est-à-dire que si on veut lire un livre, on peut le lire quoi qu'il arrive. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses, on peut lire les livres. Et Kiralina peut également livrer un peu partout, donc voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on veut un livre en français, on peut l'obtenir même d'occasion, sur plein de... Voilà, il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai que le prix est cher, hein. Même pour moi, il serait cher. Là, c'est surtout parce que ce que tu disais avant, c'est qu'il n'y a aucune maison d'édition roumaine qui n'a voulu éditer ton livre. C'est ça le truc, c'est que les conditions étaient particulières. Bon, je ne sais pas si on prend pas les maisons. Mais voilà. Les conditions sont particulières. Bon, le problème, c'est ça, c'est que si je ne peux pas citer les maisons d'édition, mais en même temps, elles vont forcément se reconnaître, parce qu'en fait, il y a trois grandes maisons d'édition, c'est la même chose en France, sauf que Gallimard, par exemple, avec qui je travaillais là sur le projet, je réunissais les lettres de Sioran, de la sécurité, qui ont été confisquées par la Sécurité, en fait. Je travaillais là-dessus. Voilà. Donc on a sorti le livre dans la revue La NRF, la Nouvelle Revue Française. Et donc voilà, moi Gallimard, c'est une maison d'édition, bon ben on travaille, ils payent. Là, ici, les grandes maisons d'édition, comportant pignon sur rue et des très belles boutiques, sans les citer, en fait, ils demandent 3 000 € quand on est français, quand on est étranger, ou quand on n'est pas dans leur petit papier, qu'on n'est pas, je sais pas, Luciano. Donc c'est quand même un peu compliqué d'arriver, de se dire que déjà on gagne rien, et qu'en plus on va devoir payer. Donc déjà, moi, c'est rédhibitoire, et c'est dommage, parce que je croyais qu'il y avait vraiment une demande, et j'ai été contacté par eux, donc c'était quand même intéressant. Mais bon, voilà, moi je trouve pas ça normal de payer 3 000 €. C'est du racket organisé, quoi. Et la plupart des jeunes roumains, c'est pour ça qu'ils ne publient pas, il ne faut pas se leurrer. Hein. Parce que les vieilles gloires du passé, c'est très bien, mais je veux dire, ils prennent toute la place ici, et moi je trouve ça pas normal. Pour revitaliser, en fait, là je parle même pas de moi, français, parce que moi je ne dépends pas de la Roumanie pour publier, mais pour les Roumains, il faut faire quelque chose là pour ça, vraiment. Il faut qu'à un moment donné, la jeunesse roumaine puisse, si elle est talentueuse, être valorisée. Et que ce ne soit pas toujours les vieux de la vieille ou ceux qui ont connu le temps du communisme qui soient toujours valorisés ou idéalisés. Ou voilà. J'ai l'impression qu'en Roumanie, c'est triste. C'est ça aussi qui fait qu'il n'y a pas forcément... Il y a un fossé entre les... Il y a un conflit générationnel parce qu'en fait, si les jeunes ne peuvent pas s'exprimer et communiquer aux plus anciens par le biais de la création, par un vecteur intelligent comme l'art, ben c'est vrai qu'il y a une incompréhension qui se crée. Et moi, je trouve que les jeunes ne sont pas visibles en termes de création. Dans certains secteurs, ils ne sont pas vraiment visibles. Pour laisser toute la place à ceux qui sont largement installés, voilà. Et c'est triste. Parce qu'il y en a certains, ils parlent beaucoup, et beaucoup trop à mon goût, et des fois ils se répètent, et ils ne font plus de la littérature. Ils font de l'actualité transposée en littérature, et je trouve que voilà, ça mériterait d'ouvrir le débat avec d'autres intellectuels, des jeunes intellectuels, qui sont au contact d'une autre réalité peut-être. Parce que c'est pas la même, en fait, forcément. Ce serait bien, mais bon. Voilà. Donc, je pense qu'on a presque fait le tour. On va avoir un livre à la bibliothèque. Voilà, j'ai donné un livre, comme ça. Ça, c'est de ma... Oui, les personnes intéressées pour le consulter. Et puis, je pense que je ferai aussi avec les différents professeurs et les élèves, on étudiera un petit passage. Cours, voilà, pour en prendre connaissance. Voilà, donc nous pouvons te remercier déjà. Bah, merci à vous en tout cas d'être venu. Hein. Et puis merci parce que je parle très vite, je suis vraiment navré. En fait, quand je m'emballe parce que ça m'intéresse vraiment de vous répondre et ça, je me rends pas compte en fait. Je suis pas professionnel pour parler, c'est ça en fait. Non mais bon.
L'important, c'est de comprendre quelques mots français, ça viendra après. Il y a pire que moi, hein. Vous aurez Modiano, en fait, que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un, quand il parle, c'est presque de l'autisme. Et il explique qu'en fait, il s'est mis à l'écriture parce qu'il était incapable de s'exprimer et qu'on ne lui donnait pas l'occasion de s'exprimer à l'oral parce qu'il avait du mal à s'exprimer. C'est beau, hein. Moi je trouve que cet homme est extraordinaire pour ça. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde donne son avis sur tout dans les médias, et, au lieu de faire ce qu'ils ont à faire, d'écrire, de produire, et pas toujours commenter l'actualité. À la fin, je vois même plus des romans, je vois que c'est toujours les mêmes sujets qui tombent, quoi. Je veux dire, c'est triste, hein. Même en France, hein, c'est partout pareil. Hein. Aux États-Unis, il y a une incroyable vitalité parce qu'en fait, l'Amérique, c'est tellement vaste et forcément, c'est tellement une situation calamiteuse que les artistes font de la vraie résistance. Et je vois comme ils sont tous de nationalité, enfin, ils sont américains, mais qu'on le veuille ou non, ils viennent d'ailleurs. Et donc tous, il y a une vitalité incroyable aux États-Unis. Chacun a sa culture et il y a vraiment en art une vitalité extraordinaire, je trouve. Pourtant, j'aime pas du tout ce pays. Mais alors, artistiquement, je suis désolé. Et quand même, hein. Ils ont des comme Mac McCarthy, je ne suis pas sûr qu'en France on ait quand même des auteurs comme ça aujourd'hui. Qu'on ait des nouveaux Faulkner, je ne suis pas convaincu. C'est vrai. Moi je suis un peu critique avec ma propre culture, hein. C'est pour ça qu'il me permet aussi de critiquer un peu ici. Non, c'est vrai. Nous on se retourne toujours sur les ruines de notre passé. C'est très... voilà. Et on ne valorise pas ce qui se fait ici, hein, que ça se passe. Vraiment. Je trouve que... voilà. Voilà. Non, c'est vrai, c'est bien d'avoir le point de vue aussi d'un étranger dans un autre pays, parce qu'on ne peut pas toujours, moi aussi, je critique vachement la France, et je peux critiquer très bien aussi la Roumanie. Il n'y a aucun pays qui est parfait, il n'y a aucune culture qui est parfaite et compagnie. L'important c'est de pouvoir assembler les deux cultures, ou les trois, ou les plusieurs cultures, et puis d'y apprendre, et c'est ça l'intérêt, la richesse culturelle au final. C'est pas de venir en cow-boy dans un autre pays étranger, et puis s'imposer. Et ça c'est un des défauts qu'a eu la France. Voilà, ça c'est clair et net. Mais le danger, par contre, pour revenir là-dessus, c'est aussi de critiquer son pays, enfin voilà, d'être dans l'ingratitude. Ah oui. Parce que moi, parce que j'ai rencontré le Roumain qui critiquait la Roumanie, c'était un rapport d'amour et de haine, mais en fait, il y avait une déclaration d'amour aussi à la Roumanie, une frustration. C'est-à-dire que tu ne m'as pas reconnu, donc je suis parti. Mais la réalité, c'est que si la Roumanie les avait reconnus, leur pays, ils l'aiment. Et moi, la France, honnêtement, on ne quitte pas la France pour les mêmes raisons. Mais les gens qui finissent par devenir plus roumains qu'un roumain et qui critiquent tout en France et qui se désintéressent de tout, c'est aussi de l'ingratitude. Enfin, je veux dire, on est quand même été à l'école française, mes professeurs ont fait de moi ce que je suis devenu, les rencontres, enfin, on ne peut pas critiquer sa culture comme ça aveuglément en idéalisant une autre. Parce qu'il y en a certains, ils me font rire des fois quand ils critiquent la France et qu'ils trouvent tout beau ici, ils trouvent tout beau dans un milieu. Mais ils ne connaissent pas vraiment d'autres... il y en a franchement à Bucarest qui n'ont jamais quitté Bucarest, hein, ou qui partent en Grèce ou ailleurs. Mais je veux dire, il y en a qui n'ont jamais quitté Bucarest. Hein. C'est quand même quelque chose. Hein. Ils sont là depuis 10 ans. Ils ne s'intéressent pas à ce qu'il y a ailleurs. À part Vanave qui est. C'est là où il faut mettre la bibliothèque, hein, sur la plage. Hein, on peut le dire. Donc voilà, on va muter la table pour vous laisser au buffet, accéder au buffet. Merci à vous.